Alors, Marianne Monchamp, vous êtes directrice générale de l'OCIRP. Alors, je fais une petite présentation très courte parce que Frédéric Bizard vous a présenté très, très gentiment. Alors là, en fait, on arrive aux solutions. C'est-à-dire que on est dans une situation où les caisses sont vides. Comment relever le défi du vieillissement? Comment, en fait, finalement, répondre à toutes ces problématiques que vous nous avez exposées tout à l'heure? Marianne Monchamp, je vous laisse la parole. Et Monsieur Bizard, ne vous inquiétez pas, je vous redonne la parole. Merci beaucoup Lydie, merci à Jean-Pierre Rizot de me donner la chance d'être parmi vous. Je suis heureuse de vous retrouver parce que ce sont quand même des rendez-vous réguliers que nous avons ensemble et qui font suite, c'est vrai, aux travaux que nous avons eus, Jean-Pierre, dans le cadre de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, parce qu'avec Jean-Pierre Rizot, on a fait quand même quelque chose qui ne se fait pas tous les 4 matins, c'est que nous avons transformé la CNSA en une 5e branche de la sécurité sociale. Alors, Frédéric Bizard nous dirait que ça n'est pas tout à fait abouti et que le compte n'y est pas, et il n'a pas tort de le dire. Pour autant, c'est un événement absolument historique. Je vous propose de rapprocher le micro. Oui, je vais le faire. Je rapproche le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Et c'est effectivement un événement absolument historique parce que notre système de protection sociale se dote d'une 5e branche avec non pas l'annonce d'un risque qu'il va prendre en charge, mais véritablement d'une ambition qui est celle de la vie autonome de nos concitoyens. C'est un événement qui est sans précédent. Et pour autant, il y a un peu d'étonnement parce que cet événement sans précédent, on a l'impression que d'une certaine manière, les politiques publiques ne l'ont que moyennement assumé. Elles l'ont assumé suffisamment pour en décider et pour lui allouer des ressources supplémentaires. Et d'ailleurs, le PLFSS pour 2026 continue cette adaptation de ces ressources. C'est vrai que 1,5 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, c'est toujours bon à prendre. Mais pour autant, et c'était dit par Jean-Pierre Rizot, cette addition de ressources n'est en rien transformatrice du système. Elle n'est qu'une forme d'adaptation dont on peut craindre qu'effectivement la réponse aux personnes qui avancent en âge ne voit pas véritablement l'effet vertueux. Parce qu'aujourd'hui, il y a un retard à rattraper et il est considérable. Et donc l'étonnement, c'est de se demander comment le décideur public et le Parlement peut, dans sa grande sagesse, décider d'un événement aussi majeur que la création d'une 5e branche de la sécurité sociale et en même temps ne pas être totalement dans la situation d'assumer cette innovation sociale majeure. Et c'est dans cette hésitation, je crois, qu'il faut que nous regardions, que nous levions un peu le voile, si vous voulez, et que nous essayions de comprendre ce qui se passe. Alors, je peux comprendre qu'on ait la phobie de la dépense publique, et par les temps qui courent, il est vrai que nous sommes régulièrement rappelés à l'observation d'une situation qui, tant pour les finances publiques que pour les finances sociales, se dégrade, et dont, à dire vrai, on ne voit pas véritablement comment elle peut retrouver une situation d'équilibre, en tout cas à court terme. Pour autant, ça n'est pas dans ce statu quo et dans cette hésitation politique que l'on peut imaginer que la solution se produise. Et quand on dit qu'il faut faire bouger le système, la première des choses, vous savez, c'est assez bête, c'est assez simple en réalité comme méthode, c'est de vérifier qu'on est bien d'accord sur le point où on souhaite aller. Et sur le point où on souhaite aller collectivement. La vieillesse, ça n'est même plus le sujet. Le sujet, c'est l'évolution profonde, structurelle de tous les équilibres de nos sociétés contemporaines. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tout l'hémisphère nord de manière globale. Et donc, ce sujet-là, si vous voulez, ça n'est pas un sujet de peut-être on pourrait s'en occuper ou est-ce qu'on choisit entre ça et ça. C'est un événement qui est tellement structurant qu'il affecte non seulement notre système de protection sociale, mais toutes les politiques publiques. Et qu'en réalité, cet effet que le vieillissement, si on n'est pas capable de le prendre en compte, non pas en charge, mais en compte de manière volontariste, va se traduire par une perte de chance collective dont nous commençons dès aujourd'hui à mesurer l'incidence sur les comptes sociaux et sur les comptes publics. Peut-on
décider collectivement que l'on met sur le bord de la route un tiers de la population. La mettre sur le bord de la route, ça veut dire ne regarder que la dépendance. Et ne pas regarder cette période qui oscille entre 75 et 87 ans, ou peut-être même un peu plus aujourd'hui. L'âge d'arrivée en EHPAD est effectivement beaucoup plus tardif, et nous le savons tous. Mettre entre parenthèses cette période dans laquelle l'égalité des chances doit absolument être ménagée. Moi, je le dis souvent, j'ai été formée dans mon engagement politique par la politique du handicap. Je viens de la politique du handicap. Et dans la politique du handicap, il y a un principe qui est cardinal. C'est que tout part de la personne, de la citoyenneté, de l'inclusion sociale. Tout part de cet idéal social et sociétal de la conquête de la vie autonome pour l'expression de la citoyenneté. La situation n'est absolument pas symétrique dans le champ de l'âge. Il y a quand même un consensus sur le fait de remettre au centre la personne. On entend dans tous les rapports, toutes les politiques, je ne veux pas utiliser de facilité de tribune, mais Charlotte Parmentier-Lecocq, qui est une personne extrêmement impliquée, extrêmement sincère et je le crois extrêmement honnête, a trahi un peu son propos. Quand précisément, alors Frédéric, tu as pas mal insisté là-dessus et j'ai vu que la salle répondait. D'ailleurs, la salle a déjà répondu pendant l'intervention de la ministre. Mais quand tout ça se traduit par des espèces de contractualisation qui, à dire vrai, n'ont absolument aucun sens et aucune place relativement à l'énoncé du problème. Donc la première question, disais-je, c'est d'avoir une expression politique extrêmement claire. Quelle personne peut me dire aujourd'hui ce qu'est la politique de santé dans notre pays ? La question de la réponse, oui, de l'organisation du soin, sans doute, de sujets prioritaires, et nous ne pouvons que nous féliciter du report de la grande cause, enfin de la réédition de la grande cause nationale santé mentale. Nous ne pouvons que nous féliciter de cela. Mais qui peut dire quel est le sens aujourd'hui de notre politique de santé ? Or, nous voyons bien que la politique de l'âge est aussi une politique de santé, mais au sens où l'OMS définit la politique de santé. Donc, si vous voulez, la première étape pour arriver à définir le choix collectif des ressources à orienter vers notre système de protection sociale, c'est d'avoir un contrat politique clair, une vision sociétale claire sur l'enjeu de l'accompagnement du tiers de la population qui, effectivement, va prendre de l'âge et va progressivement voir ses habiletés évoluer et nécessiter effectivement des réponses appropriées. C'est pour cela que la question de l'autonomie est tellement importante. Mais une fois que l'on a dit cela, et je tiens absolument à le dire, regardons nos outils de financement et regardons la manière dont se fait en réalité la programmation budgétaire. La loi de financement de la sécurité sociale est inscrite dans une temporalité courte. Elle est inscrite dans l'annualité. On n'a jamais résolu un mécanisme qui est celui du vieillissement et qui va, comme il était vu, se mettre en place et monter en puissance jusqu'en 2050 pour atteindre ce plateau, avec une vision annuelle et sans vision politique d'ensemble. Et c'est dans ces deux éléments, la contraction sur le court-termisme de la LFSS, d'une part. D'autre part, l'absence d'expression politique claire et structurée dans un contrat avec la nation, que vient se nouer ce drame de l'indécision sur une politique de l'avancée en âge. Au-delà de ces deux piliers, il y a aussi la gouvernance. Mais bien sûr, mais ça va avec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un objectif clair et partagé, à partir du moment où la nation est bien d'accord sur l'effort à consentir et où elle en comprend l'intérêt à titre personnel, on parlait des aidants, tous nos concitoyens sont concernés de près ou de loin par l'aventure de l'âge, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Donc, et nul n'ignore aujourd'hui les conséquences sur les vies de cet effet du vieillissement. À partir du moment où le contrat est clair, la question de la gouvernance se pose de manière assez naturelle. Est-ce qu'on peut imaginer comprendre la question de la santé et de la protection sociale en effaçant l'endroit où ça se vit ?
La santé, elle est contingente. La santé publique, si on est sur des grandes politiques de vaccination, de choses comme ça, ou de prévention de grands risques, ça peut se penser d'en haut. Mais la réalité d'une politique de santé, c'est qu'elle se dénoue quelque part dans l'intimité, dans la proximité. Et nous savons que les territoires de la République ne sont pas dotés des mêmes moyens, ne sont pas dotés des mêmes ressources. Et pourtant, c'est cette équation qu'il faut résoudre. Et donc la gouvernance, elle doit prendre en compte à la fois ce contrat, ce pacte avec la nation, qui aujourd'hui n'est pas explicite, il faut le dire, et d'autre part, cette réalité territoriale dans laquelle, effectivement, se noue la réponse en soins, la réponse en santé, la réponse en accompagnement. C'est pour ça que la gouvernance de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que parfois les gens font semblant de ne pas comprendre, à travers ces équilibres, qui est de mettre autour de la même table le représentant de l'État, à travers certaines administrations qui sont représentées, les départements, les représentants des professionnels, les représentants des associations, les organisations syndicales et patronales, réussit de manière extrêmement innovante une proposition de gouvernance qu'il faut être capable de faire vivre. Quand quelqu'un prend le pas sur les parties prenantes, alors le système se distord et l'effet de gouvernance est moins fort. Et je terminerai en disant, et j'ai vraiment fini, en disant que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, indépendamment du fait qu'elle est la 5e branche, est une véritable pépite à qui on doit être capable de confier une responsabilité croissante en matière de pilotage, en matière d'animation et en matière de régulation. Ça n'est pas une autorité avec cette verticalité qu'on connaît à certaines administrations. Il s'agit véritablement d'une version, j'ai envie de dire, moderne de l'État qui est capable d'être un soutien, un accompagnateur. C'est pour ça qu'on ne peut pas exclure le dialogue avec le préfet, car les politiques de l'avancée en âge sont évidemment des politiques qui embarquent toutes les politiques publiques. La question de l'aménagement du territoire, la question du logement, la question évidemment de l'accessibilité des services publics. Et donc vous voyez, je crois qu'il faut sortir de ces espèces de querelles un peu paresseuses, un peu simplistes, pour retrouver en quelque sorte ce qui préside à la création de cette 5e branche et de la CNSA et arriver à penser cette gouvernance moderne et réaliste. Alors, je n'ai pas l'impression que M. Bizard soit convaincu de la pépite 5e branche. Si, tout à fait, très convaincu. Alors, juste avant que je sois interrompu, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site institutsanté.org il n'y a aucun droit d'auteur, hein, donc vous aurez, parce que je sens que je ne vais pas avoir le temps d'exposer tout le modèle. 3 choses. Première, la notion de contractualisation, qui est absolument essentielle, puisqu'on est dans un système contractualiste, c'est-à-dire que vous avez soit le système étatiste, qui décide à l'anglaise, que vous avez un État qui décide et qui emploie l'essentiel des forces vives du système, donc qui pilote avec une approche top-down. Soit vous avez des systèmes qui partent plutôt des acteurs, mais qu'il faut bien encadrer. Et le contrat permet de l'encadrer. Sauf que c'est quoi le problème du contrat que l'on fait, je ne vais pas revenir dessus, mais du réflexe justement de l'État, qui est de dire l'État veut contractualiser avec qui ? Là, ce qui est proposé, là, c'est un contrat avec qui ? Alors là, c'est juste un intitulé. Non, mais attendez, je pose la question à la salle, madame. C'est un contrat avec qui, le contrat qualité ? Avec les professionnels. Donc, en effet, madame Lydie a dit, il faut mettre si vous voulez mettre le citoyen, l'assuré, le porteur du risque au cœur du système, il faut contractualiser avec qui ? Avec lui. C'est là où vous faites la bascule. En effet, il faut des contrats, et ce qui est proposé dans le nouveau modèle, c'est une fois que vous prenez votre retraite, vous avez la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui a développé une grille qui s'appelle Fragir, je crois, qui permet de détecter les fragilités, qui est tout à fait reconnue comme étant... Donc vous industrialisez ça, vous repérez les personnes fragiles au moment du passage à la retraite, et ces quelques 10 à 15% de personnes fragiles qui prennent tous les ans leur retraite, vous les suivez à travers un premier contrat qui est de prise en charge de cette fragilité. Et ensuite, soit vous les ramenez vers le profil robuste, soit vous n'y arrivez pas, ils deviennent dépendants, et vous avez un contrat d'une autre nature. Donc oui, il faut contractualiser, mais pas avec vous pour dire il faut qu'il fasse de la qualité, comme si on présupposait
que en fait, vous n'allez pas faire de qualité si je ne vous tiens pas, qui est quelque chose qui rassure l'État, mais qui est totalement contre-productif. Donc c'est avec les assurés, vous voyez, côté du besoin, côté demande, qu'il faut contrôler. Deuxième chose, sur la gouvernance, il y a des règles, on ne va pas entrer dans le détail, mais il y a des règles à partager. Après, on peut différer sur comment on voit les choses. Quel est le rôle de l'État ? On l'a dit, il doit être stratège et réaliser la politique d'autonomie à moyen terme. Mais il doit aussi s'assurer qu'il y ait bien une unité nationale et qu'il n'y ait pas de divergence d'un département à l'autre. Donc il doit probablement s'occuper des autorisations. En quoi est-ce qu'il faut une autorisation dans un département qui ne soit pas valable dans un autre département ? Il n'y a rien. Il doit probablement s'occuper des tarifs. Moi, je n'ai pas d'argument pour dire qu'on doit différencier les tarifs d'un département à l'autre. Il doit probablement s'occuper de l'évaluation, puisque je n'ai pas aussi d'argument pour ça. Bon, oui. Donc déjà, là, vous voyez comment vous descendez sur ce dont doit s'occuper l'État. Est-ce que c'est à travers des agences ou est-ce que c'est à travers services préfectoraux ? On peut y revenir, on n'a pas le temps de le voir, mais c'est évidemment un vrai sujet. On voit la performance des ARS dans votre secteur et dans le Covid, on peut voir qu'on a du mal à agencifier l'État en France. Ce n'est pas des gens absolument remarquables dans les ARS, ce n'est pas une question de ça, mais on voit bien que ça fonctionne mal. Ensuite, en effet, il faut transférer ce qu'on appelle une délégation de service public au niveau départemental. Là, à qui on la transfère ? C'est évidemment un sujet sur lequel on voit qu'on est vers le conseil départemental, qui n'est pas forcément une mauvaise idée, à condition que ça soit vraiment extrêmement restreint. Le service public départemental piloté par le conseil départemental, moi je ne suis pas choqué. Peut-être que vous avez une autre idée, mais il faut le définir précisément. Troisième chose, c'est en effet ce financement. Bon, ce financement, il ne va pas plus loin que dans 2 ou 3 ans. Il suffit de regarder, on connaît les besoins de financement jusqu'à 2050, parfaitement. Vous prenez les différentes options. Nous, l'option qu'on a prise, c'est en effet de renforcer, vous voyez, cette 5e branche, puisqu'elle existe, et je pense que c'est une très bonne idée, mais rendons-la assurantielle. D'accord ? Qui est de la CSG et de l'impôt, c'est normal, puisque si vous faites reposer l'ensemble des cotisations, par exemple sur les actifs, évidemment, ça ne fonctionne plus avec l'évolution démographique. Donc on propose de financer la montée en puissance, de conserver ce qui existe, mais de financer la montée en puissance à partir d'une cotisation sur les 50% des retraités les plus aisés, qui commence à 1% et qui finit à 3% en 2050, et qui permet de financer la montée en puissance. C'est effectivement une proposition où on arrive en 2050 à 30% de financement par une cotisation, donc avec un vrai système assurantiel public. Et de compléter l'assurance publique par un système supplémentaire et pas complémentaire, c'est-à-dire qui s'occupe de ce qui n'est pas pris en charge par l'assureur public, par les assureurs privés, à travers un volet de l'assurance santé obligatoire à partir de 60 ans et qui permet de financer une partie avec des garanties socles de ce qui n'est pas financé par l'assureur public et de faire financer ce que les individus veulent, ceux qui veulent faire garder leur chien et le faire financer par un assureur. Je ne vois pas pourquoi ils ne le pourraient pas, mais évidemment, il ne faut pas imposer à tout le monde de payer des cotisations pour garder les chiens. Dans ce format de table ronde, je crois que Marianne Monchamp voulait réagir, parce que là, vous la faites vraiment réagir. Frédéric Bizard propose un modèle. Frédéric Bizard a beaucoup travaillé, il s'est entouré d'expertise, de compétences, et il en a assez peu besoin d'ailleurs parce qu'il peut les fournir par lui-même. Mais nous sommes là face à une proposition de modèle. Et c'est toujours intéressant de se voir proposer un modèle parce que ça permet de réagir. Voilà. Moi, mon propos, et c'est l'intérêt de la table ronde, c'est que ma position est un peu différente. Je ne suis pas venue vous voir en disant « je vais vous proposer un modèle ». Moi, je suis venue vous voir en vous disant qu'en fait, cette équation, elle est soluble. On peut la résoudre. Mais que la résolution de l'équation procède d'un certain nombre de conditions. La condition, je ne vais pas me répéter, c'est la clarté politique. Que veut-on ? Et ça, c'est le débat avec la nation. Et je crois savoir qu'il y a une élection présidentielle en 2027, et j'espère que la FNADEPA prendra toute sa part dans la plateforme, parce que là, il va falloir que les candidats se prononcent. On ne peut pas le jouer dans l'ambiguïté, il va falloir se parler. Et on a suffisamment d'informations pour être capable de susciter la réaction des candidats et faire que nos concitoyens se déterminent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut partir d'une représentation juste de la situation. Il y a quelques déterminants.
J'en ai évoqué un tout à l'heure, c'est celui de la contingence. Ça se joue quelque part. La question de la santé, la question du vieillissement, ça n'est pas une question abstraite, suspendue dans une vision nationale, ça se dénoue dans une proximité. Et chaque fois qu'on vous impose un schéma qui est un schéma descendant ou vertical, alors on est effectivement en train, quelque part, d'escamoter la réalité de la situation. Ensuite, ce qu'il faut financer. Qu'est-ce qui doit faire l'objet d'un financement? Il faut financer la conséquence en santé de la question du vieillissement et il faut financer son accessibilité. La santé doit être partout où sont nos concitoyens. Et il est clair que ça n'est pas le même schéma selon qu'on est dans un territoire rural ou selon qu'on est en centre-ville. Ce n'est pas la même réponse, ça n'est pas le même coût, ça n'est pas la même organisation. À côté de cela, il y a la liberté de choix de nos concitoyens. On ne peut pas, sur la question du vieillissement, imposer à tout le monde le même type de réponse. Et il y a des domaines qui relèvent du choix, du libre arbitre et de la vie privée. C'est par exemple la manière, effectivement, de se loger, la manière de choisir, si on le peut, ses activités, et la manière, effectivement, d'exprimer de manière schématique sa citoyenneté. Côté professionnel, il y a la formation. Il n'est pas, j'y viens dans une petite seconde, il n'est pas anormal que sur la différence de ces grands besoins que sont le besoin d'accompagnement et le besoin de santé qui relèvent dans notre modèle et dans notre philosophie de la solidarité nationale, il y ait des financements qui soient ceux de la 5e branche et qui permettent aux départements d'apporter leur contribution. Et il n'est pas anormal que pour les choix personnels, la manière dont j'entends vivre, alors nos concitoyens s'organisent. Et pour les aider à s'organiser, parce qu'il n'est pas vrai que tout le monde puisse avoir une épargne de précaution pour faire face, il faut en particulier que dans le dialogue social et avec les organisations syndicales et patronales, aujourd'hui va s'ouvrir l'agenda social. Il est anormal que la question de l'autonomie ne soit pas embarquée dans l'agenda social. Parce que la question de l'épargne de précaution de nos concitoyens doit être posée de manière collective. Il faut soutenir ceux qui n'ont pas les moyens de se constituer cette épargne de précaution. Troisième étape, nous avons besoin de penser, c'est dit partout, ça finit par être une tarte à la crème, l'attractivité des métiers. Sauf qu'on pose ce sujet de manière théorique et désincarnée. La réalité, c'est que ce secteur a besoin d'une vision académique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce secteur doit bénéficier de formation, doit bénéficier de moyens de progression, et c'est ce qui peut constituer, avec évidemment le niveau des rémunérations, une forme d'attractivité. Mais la question de la formation n'est qu'un aspect, là où le talent et le professionnalisme des personnels du secteur médico-social se jouent sur cette capacité à interpréter un rôle dans lequel l'implication personnelle, l'engagement, le libre arbitre relèvent de cette vision académique de leur rôle. C'est exactement comme la différence entre un CAP de cuisine et l'Académie Ferrandi. Avoir son CAP pour pouvoir prétendre à ce métier, c'est une chose, mais être dans une approche académique, c'est évidemment un enjeu absolument majeur. Et je ne saurais trop recommander à ce secteur de soutenir cette vision académique par une démarche qui, elle, peut être de nature à soutenir l'attractivité. Et dernière chose, regardez ce qui s'est passé sur le Ségur. Et regardez comme c'est là la démonstration de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'ambiguïté entre une volonté et le court-termisme budgétaire. Le court-termisme budgétaire a conduit à une impasse de financement sur le Ségur, qui s'est traduite par des inégalités entre les salariés, ceux qui en ont bénéficié, ceux qui auraient pu en bénéficier, ceux qui en ont bénéficié tardivement. Et la conséquence de cette absence d'anticipation et de cette absence de vision pluriannuelle se traduit aujourd'hui par le déficit des comptes sociaux, contre lesquels vous vous battez pour essayer malgré tout de maintenir votre secteur d'activité et vos organisations en état d'équilibre, ce qui, comme le disait Jean-Pierre Rizot tout à l'heure, est loin d'être acquis parce que tous, vous constatez l'équation quasi impossible de la stabilité de vos organisations. La bataille n'est pas perdue. Il faut
vraiment structurer une plateforme qui doit s'imposer dans le débat pour la présidentielle de 2027. Il n'y aura pas de deuxième chance. Si, à la présidentielle de 2027, ce sujet-là n'est pas pris comme un sujet prioritaire, cardinal pour la société française, nous ne serons pas en capacité de résoudre l'équation de 2050. Je vous propose de terminer sur ces propos. J'ai bien conscience que je vais créer de la frustration, mais si on veut rester et laisser le temps du débat. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites et je vous remercie sincèrement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, Monsieur Bizard et Madame Montchamp. Et donc, eh bien, nous nous retrouvons à 11h30. Il va y avoir une petite pause. Je vous invite à rejoindre les stands.